Donc, essentiellement, l'enjeu avec la pénurie de glucagon injectable, nous, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on travaille sur ce dossier-là. On a fait une démarche d'amélioration continue de la qualité relativement à tout ça. Puis aujourd'hui, l'intention, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui a amené l'ensemble des directions à venir au résultat qui est présenté dans le bulletin clinique. Donc, essentiellement aujourd'hui, ben, je voulais vous faire une mise en contexte puis un peu un historique du différent dossier. Je voulais vous parler un peu de la méthodologie qu'on a utilisée également pour effectuer cette démarche-là, qui est à savoir ben, de définir notre problème, de mesurer le problème, d'analyser le problème, de concevoir des solutions, puis de comment est-ce qu'on va vérifier si nos solutions sont adéquates et répondent aux besoins. Si on fait une petite mise en contexte, un historique un peu du dossier. Si on revient à l'hiver 2023, à l'époque, c'était M. Ménard qui s'occupait du dossier et il avait introduit le Baqsimi parce qu'on avait des enjeux justement d'approvisionnement en lien avec nos glucagons injectables. Ce qui nous a amené à faire une certaine rationalisation là, des trousses des paramédics de soins primaires. Au printemps 2023, Santé Canada a fait un avis d'une pénurie de niveau 3 en lien avec ce médicament-là. On va y revenir un petit peu plus tard, puis on va voir un peu les possibilités, les opportunités que ça nous donne d'avoir une pénurie niveau 3. À l'été 2023, on a eu des échanges avec le fabricant qui tergiversait puis qui nous disait oui, oui, on va possiblement repartir notre production. Puis en même temps, on a eu un bulletin clinique de l'ADMN en lien avec les paramédics en soins primaires. À l'automne 2023, ben, le fabricant nous a annoncé qu'il n'avait pas l'intention finalement de relancer la production au Canada de glucagon. On a eu un bulletin clinique de la Direction médicale nationale pour les PSA qui venait réduire la quantité requise de glucagon dans les trousses. Donc, on a fait une rationalisation des trousses des PSA en lien avec les médicaments de glucagon injectables à ce moment-là. Voyant que la situation on s'en n'allait pas en s'améliorant, on a commencé à se poser quelques questions sur l'impact que ça avait chez les usagers. Ce qui fait qu'à l'hiver 2024, on a fait une étude par critères explicites et cette étude que je vais vous présenter tout à l'heure. Puis, ben, au printemps 2024, plusieurs directions se sont réunies, la DGE, la DCCS, la direction des interventions, la direction de la logistique et la direction des soins s'est réunie afin d'adresser le nouvel enjeu majeur et qui nous amène, dans le fond, aux travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et quel était le nouvel enjeu? Ben, c'est que, dans le fond, on a plusieurs fioles de glucagon dont l'expiration est le 27 juin 2024 et qu'on se trouve dans l'impossibilité de toutes les remplacer, de remplacer tout ce qui est expiré. Puis quand vous regardez le calendrier, ben, 27 juin, si on regarde les congés de fin de semaine, les journées fériées, ben, ça nous amène au fait que le 17 juin, on est obligé de mettre en place des nouvelles mesures de mitigation. Ce qu'on a effectué comme démarche, c'est une démarche d'amélioration continue là, de DMADV qui est utilisée pour concevoir des nouveaux processus. Donc, on a défini c'est quoi notre but, c'est quoi notre problème, c'est quoi la demande des clients. On a réfléchi à qu'est-ce qu'on avait besoin de mesurer ou d'avoir comme données pour pouvoir prendre une meilleure décision. On a analysé les données qu'on a mesurées pour les mettre ensemble puis voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, qui nous amène à concevoir ou à designer un nouveau processus ou une solution. Puis par la suite, ça nous amène à vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour vérifier que notre processus atteint les objectifs souhaités? Et quand on est dans notre phase définir, ben, notre problème macro, c'est on a une indisponibilité des fioles de glucagon injectables. Donc, on s'est questionné, ben, qu'est-ce qu'on est tenu d'avoir dans nos trousses? Dans l'annexe 1, qui définit qu'est-ce qui est dans les trousses, autant des pansements que les planches dorsales, que dans une ambulance, dans une trousse, ça définit qu'est-ce qu'on doit avoir. Donc, c'est quoi qu'on est obligé d'avoir à titre de glucagon. Ensuite, on s'est questionné sur le besoin clinique. M. Ménard, à l'époque, avait introduit le Baqsimi à urgence santé. Par contre, le Baqsimi ne peut pas être administré chez l'usager de moins de 4 ans. Donc, nos 0,3 ans, actuellement, ne sont pas ciblés.
par le Baqsimi. C'est pour ça qu'on avait laissé des glucagons injectables dans les trousses. On a des protocoles PSA non plus qui ne peuvent pas être substitués par le Baqsimi. Par exemple, des intoxications bêta-bloqueurs ont besoin d'avoir du glucagon intraveineux. On savait qu'on avait des lots qui expiraient. Par contre, on ne savait pas exactement c'était quoi la volumétrie, c'était quoi les dates. Donc, il fallait qu'on aille vérifier ça. On savait qu'on avait ça, mais... Et on sait qu'on avait une impossibilité d'approvisionner auprès de nos fournisseurs habituels et que l'approvisionnement serait très limité. On avait l'impression aussi qu'on avait beaucoup de trousses de médicaments qui étaient en circulation. Donc, on voulait aller valider, aller voir ça. Puis, on savait que peu importe ce qu'on faisait, on avait une perception au niveau des RMU et des paramédics qu'il fallait les gérer face à cette non-disponibilité. Parce que c'est un médicament que, dans le fond, on administre, ou un soin qu'on est en mesure d'administrer depuis 15 ans auprès des usagers. Puis là, du jour au lendemain, on se retrouve à devoir faire des compromis pour nos 0-3 ans. Donc, il fallait qu'on indique aux paramédics un peu qu'on gère tout ça, qu'on leur montre les démarches qu'on effectue. Donc, finalement, ben, comme tu es arrivé pour mesurer, on a dit, bon, parfait, on va aller mesurer, aller voir c'est quoi dans l'annexe 1 qui est requis. On va aller essayer d'évaluer l'offre et la demande. On va essayer d'aller voir quel est l'impact chez les usagers de moins de 4 ans par une étude de critères explicites. Parce qu'on se disait, ben, si j'en donne puis que ça fonctionne jamais, ben, on va peut-être dire qu'on va juste abandonner le processus. Puis on se posait la question aussi, ben, au niveau des affectations, ça ressemble à quoi la volumétrie des MPDS 13 de priorité 0 et de priorité 1? Donc, quand on est allé voir dans l'annexe 1, ce qu'on a constaté, c'est qu'il est requis d'avoir 2 glucagons par trousse de médicaments. Ça peut être un mix. La question, c'est un ou l'autre. Donc, ça peut être un glucagon injectable, un Baqsimi, ça peut être 2 Baqsimi, ça peut être 2 glucagons. C'est ce qui est le requis de l'annexe A. Quand on a regardé le nombre de trousses qu'on avait en circulation, on a constaté qu'on avait 48 trousses PSA qui avaient du glucagon injectable. On a constaté qu'il y en avait 797 qui avaient du glucagon injectable pour les PSP. Donc, un total de 845 trousses qui avaient un glucagon. Ici, on regarde notre évolution en fonction des différentes mesures de contingence qui ont été mises en place. Mais avant qu'on commence avec le Baqsimi, on en avait un peu plus que 1800 dans nos trousses. Avec le Baqsimi, on tourne autour de 1000. Puis en décembre dernier, on est tombé à peu près à 845 fioles de glucagon dans les trousses. Et ce qui nous amène un peu plus à la situation un peu plus contemporaine. Si on regarde la ligne en rouge sur le présent graphique, ça se trouve être la quantité de fioles qu'on a besoin dans nos trousses pour alimenter notre service. Là, donc, dans le fond, combien est-ce qu'on en a besoin pour conserver nos processus actuels? Fait qu'on peut voir au début que en janvier, on était autour de 1800 parce qu'on en avait besoin de ça. Puis là, au fur et à mesure, on est tombé au nombre magique de 845. Puis, ce qu'on réalise, c'est que si on vient ici, vous voyez bien que rendu au 27 juin, on est problématique. On est en dessous du nombre requis. Puis même si on va au 10 juillet, on est encore plus loin de notre taux de réussite. Mais quand même certains enjeux là, avec ces données-là, là, que on n'est pas on n'est pas capable de voir un peu c'est quoi exactement la consommation en lien avec ces chiffres. Au niveau de l'offre et de la demande, on a regardé côté des approvisionnements, qu'est-ce qui était possible de faire. On a constaté qu'avec la pénurie de niveau 3 de Santé Canada, c'est possible d'importer le glucagon en Fastar des États-Unis à titre de médicament désigné par Santé Canada. C'est une importation puis une vente qui est exceptionnelle. Mais quand on regarde au 18 avril, il y avait 134 fioles qui étaient disponibles au Canada. Donc, même si, ultimement, on achetait tout ce qui est disponible de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, puis qu'on le ramène à Urgence Santé, je suis encore loin de mon 845 et de pouvoir combler notre besoin à Urgence Santé. En plus que ça coûte 3 fois plus cher et qu'on a toujours une expiration de 1 an à gérer. L'étude par critère explicite
on a regardé un peu ce qu'on était en mesure de sortir dans nos données. Donc, on a fait une étude où on est allé voir, ben, chez nos usagers de moins de 4 ans, entre 2010 et 2023, chez lesquels ils ont reçu du glucagon par les paramédics, ben, quel a été l'impact? Au total, on était capable d'inclure 34 patients. Et vous donner un peu une idée de grandeur pour voir à quel point c'est important le nombre de patients qu'on a été capable de mettre dans cette étude-là. L'étude actuellement en cours par la compagnie du Baqsimi avec la FDA aux États-Unis, une étude de phase 1. Ils ont 7 patients dans leur étude en ce moment. Nous, on est capable d'en avoir à peu près 34. C'est quand même un nombre qui est significatif. Par contre, on a des limites avec nos données. Nos données de volumétrie de 2019 à 2024 sont non fiables à cause de nos systèmes de données qui ont certains enjeux actuellement. L'impact du Baqsimi, on n'est pas capable de le mesurer non plus en raison des mêmes systèmes. Puis la consommation de glucagon injectable est non mesurable aussi en raison de problèmes informatiques avec la pharmacie de Sacré-Cœur. Quand on regarde combien de patients est-ce que ça représente, c'est pas beaucoup. C'est vraiment une aiguille dans une botte de foin. Donc, si vous pouvez voir là, qu'on joue entre 0 et 7 patients chez qui ont moins de 4 ans et qui reçoivent du glucagon par année à Montréal et à Laval. Ça nous donne une moyenne de à peu près 2,7 avec un écart type de 2,3. Fait que c'est une clientèle qui est très, très, très ciblée. Puis on se pose la question, ben, ça fonctionne-tu? Ben, 59% du temps, il y a une amélioration de la glycémie qui est constatée. Et si on passe à l'étape suivante, ben, on voit que lorsque la glycémie s'améliore, elle s'améliore vraiment. Ce qui, honnêtement, était une surprise pour nous parce que nous, notre hypothèse, c'était qu'il n'y aurait aucun impact. Fait que dans le fond, 60% du temps, les patients se sont améliorés et ils ont eu une glycémie qui a augmenté de 3. Puis également, au niveau de l'état clinique, on voit qu'il y a une corrélation entre les deux. Et on peut voir aussi que 38%, ils ont eu une amélioration de leur état de conscience suivant l'administration du glucagon en intramusculaire. Quand on regarde du côté de la prise d'appel puis des appels qui rentrent à Urgence Santé, ben voici le tableau des dernières années sur le nombre de MPDS 13 de problèmes diabétiques de priorité 0 et 1 selon l'âge. On peut clairement voir que on a, mettons, en moyenne 2 patients qui réussissent à rentrer au CCS avec un âge de 0,3 ans et un MPDS 13 sur 767 patients en moyenne en général. Donc, quand je dis on cherche vraiment une aiguille dans une botte de foin, c'est vraiment ça que ces chiffres-là nous démontrent. Donc, la conclusion de notre analyse, c'est que, peu importe la façon dont on le regarde, on n'est pas capable de maintenir notre offre de service actuelle. Le glucagon injectable est en quantité, est disponible, mais en quantité restreinte, voire très restreinte. On a une faible occurrence de situations qui requièrent du glucagon injectable. On a une faible volumétrie des déterminants MPDS avec des patients de 4 ans et moins. Puis on a un impact quand même non négligeable de l'administration du glucagon en pédiatrie chez les 0-3 ans. C'est dans le fond, une fois sur deux, ça va marcher, puis ça va vraiment augmenter la glycémie et améliorer l'état clinique de l'usager. Puis on a constaté également qu'on a beaucoup de difficultés à mesurer l'utilisation contemporaine du glucagon et du Baqsimi. Nous a amené à concevoir et à designer certaines mesures qui vont entrer en place à partir de 6 heures le 17 juin au matin. Puis c'est l'année 2024 et non 2023. Je viens de voir la petite coquille du PowerPoint. On parle qu'on va commencer par faire une substitution des glucagons injectables par un deuxième Baqsimi pour les trousses des véhicules ambulanciers. On parle de faire un déploiement ciblé de glucagon injectable dans les ressources d'intervention sans capacité de transport. On parle de mettre en place une affectation par critère pour les affectations des ressources d'intervention qui disposent d'un glucagon injectable et de faire des rappels aux paramédics et au personnel de la remise en service sur l'importance de conserver les médicaments à une température adéquate. Le déploiement ciblé va s'effectuer
auprès des véhicules d'intervention sans capacité de transport. Donc, on parle des paramédics en soins avancés, des PREG, de l'USO et des superviseurs aux interventions. Donc, du côté des PREG, USO, superviseurs, le déploiement va s'effectuer à travers des petits kits étui rigides orange comme ça. Puis vous pouvez voir, il y a un scellé ici qui est apposé par la pharmacie et qui, lorsqu'il va être brisé, va retourner à la pharmacie. Il y a eu plusieurs enjeux technologiques avec le système de la logistique, ce qui nous amène à c'est la meilleure des solutions actuellement qu'on était en mesure de mettre en place et d'assurer un certain filet de sécurité. À savoir ce qui va arriver, c'est qu'à la remise en service, ben, les préposés vont mettre ce kit-là dans la console du véhicule avec la radio portative. Au début du quart de travail, on va demander au paramédic de prendre le kit et de l'insérer dans la trousse, dans sa trousse de support vital. Et à la fin du quart, le paramédic va le prendre et va le remettre dans la console centrale. Pour les paramédics en soins avancés, il n'y a aucun changement qui est effectué au niveau des trousses pour le moment. On a une volumétrie qu'on est capable actuellement de maintenir sans. On a assez de marge dans nos stocks pour pouvoir maintenir les processus actuels. Au niveau de l'affectation par critère, ce qui est demandé, c'est que c'est demandé au personnel opérationnel, RMU, PSP, PSA, superviseur, conseiller au CGO, que de porter une vigilance à la présence des différentes conditions qui pourraient requérir d'affecter ce type de ressources-là. Donc, essentiellement, les critères, c'est que c'est un usager qui est âgé de 3 ans et moins, qui est un état de conscience qui est AP ou AU, et on a des signes et symptômes qui nous laissent vraiment suspecter une hypoglycémie de moins de 4 mmol par litre. Donc, dans le fond, tout ce qui nous amène à penser qu'on doit traiter un usager en hypoglycémie. Lorsqu'on constate le membre du personnel opérationnel doit viser le RMU qui va procéder à l'affectation du véhicule sans capacité de transport qui est le plus près et qui est disponible. L'équipage de ce véhicule va être en mesure d'acheminer les tuyaux rigides contenant le glucagon injectable aux paramédics sur place qui le requièrent. Si on était capable, on continuerait à mettre du glucagon dans l'ensemble des trousses. Actuellement, c'est vraiment un enjeu de disponibilité. On considère que tous les paramédics sont compétents à l'utiliser, à l'administrer, à faire la dilution. Donc, c'est vraiment un enjeu de disponibilité et non un enjeu de compétence. Afin de vérifier que tout ça et qu'on réussit à atteindre l'objectif et qu'on ne manque pas trop de patients, mais ce qu'on demande, c'est aux paramédics de compléter un rapport complémentaire s'il y a un usager qui aurait dû recevoir du glucagon injectable et qui n'a pas été en mesure de le recevoir. Nous, de notre côté, on va l'inscrire au registre, puis on va s'assurer de faire un suivi des situations et de la volumétrie que ça l'occasionne. Donc, voilà, nous, on fait un déploiement progressif de toutes ces choses-là à compter du 17 juin. Donc, tranquillement, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine rotation des trousses par la pharmacie. Donc, au fur et à mesure que ça va retourner, il va y avoir une substitution pour 2 Baqsimi. C'est vraiment une progression qui va s'effectuer. Puis c'est ça. Je vous ai fait un peu la mise en contexte historique, un peu parler de la méthodologie avec notre définir, mesurer, analyser, concevoir, design, puis vérifier de qu'est-ce qui nous amène à ça aujourd'hui. Puis moi, je trouvais ça vraiment important de prendre le temps de vous expliquer un peu toute la rationalité, puis tout le contexte et tout ce qui vient alentour de tout ça. Je me doute très bien qu'il va y avoir des questions qui vont surgir de la part des paramédics. Puis je pense que vous allez être aux premières loges pour pouvoir leur répondre s'ils vous appellent et poser des questions. Fait que c'est vraiment pour ça que je vais prendre le temps de bien expliquer le dossier, que vous ayez une compréhension plus globale, puis de vous rendre accessible la présentation. Comme ça, si vous voulez aller rechercher des chiffres ou chercher certains éléments, vous n'aurez pas besoin de m'écouter pendant 25 minutes pour retrouver l'élément que vous avez besoin.